Mais je vais prendre peut-être un parti pris qui peut vous surprendre, mais il m'a semblé que pour rendre compte de la position de Winnicott par rapport à cette question de l'enclave, il fallait que je choisisse un axe, et peut-être de le choisir rend mon discours peut-être un peu trop, comment dire, je ne sais pas, vous allez voir. Bon. Alors, donc, nous interrogeons donc aujourd'hui ce qui de la vie intra-utérine peut demeurer enclavé, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, littéralement enfermé sous clé, et se manifester ultérieurement sous forme d'une série de symptômes qu'on peut regrouper sous la catégorie des réactions thérapeutiques négatives. Pour aller à un cœur comme ça de la problématique sur laquelle Freud s'est arrêté finalement, hein. Celle que Freud résume par la protestation virile chez l'homme et l'envie du pénis chez la femme. Bien que Winnicott n'utilise pas le concept d'enclave, toute sa pensée sur les étapes précoces de la vie et sur leur dépendance absolue de la contribution de l'environnement ont comme enjeu central la possibilité ou non pour le nouvel individu de prendre possession de ce qu'il appelle ses racines agressives, qui demeurent l'attribut de l'environnement primitif. Ce qui, pour Winnicott, est donc menacé de rester enclavé, concerne ces racines agressives sans lesquelles le bébé ne peut pas convertir, dit-il, sa propre force de vie en potentiel agressif, et sans lesquelles il ne peut pas, je le cite, développer un modèle d'agressivité personnelle qui fournit la trame d'un fantasme inconscient continu de destruction. Winnicott précise, peut-être à l'encontre d'un pan important de la théorie psychanalytique, que l'impulsion offensive, destructive, agressive n'est pas un phénomène sous la dépendance du principe plaisir-déplaisir. C'est-à-dire que cette impulsion ne relève pas du champ des pulsions libidinales objectales et de leur destin. Dans ce stade précoce, dit-il, la vitalité destructive de l'individu est simplement un symptôme du fait d'être vivant et n'a rien à voir avec la colère ou la haine d'un individu devant les frustrations qui sont le fait de la rencontre avec le principe de réalité. Je ferme les guillemets. Or, c'est justement du point de vue de cette vitalité destructive que Winnicott affirme qu'à la naissance, le bébé est non encore vivant et ne le devient que s'il lui est donné, de faire l'expérience d'être vivant. Vivant donc de cette impulsion destructrice qui est à la base du fantasme inconscient et aussi à la source des rêves. Alors, ne faut-il pas entendre la protestation virile et l'envie du pénis comme l'expression d'une revendication relative justement à cette vitalité destructrice qui représenterait ce quelque chose de commun aux deux sexes, comme dit Freud, et qui interrogerait non pas la reconnaissance de la différence anatomique des sexes, mais la reconnaissance de l'authenticité d'un soi-même qui fonde son identité sur sa vitalité destructrice pour se différencier d'un lui-même demeuré derrière, demeuré enclavé. Ceci modifie, je crois, considérablement le transfert, car cette reconnaissance implique de l'analyste une aptitude à se dissocier pour projeter le sujet de manière régrédiente inlassablement tout au long des péripéties existentielles, réelles ou fantasmatiques, en direction de ce lieu où le sujet est fou, comme dit Winnicott, et où il peut alors seulement faire l'expérience de cette vitalité dans la mesure où l'analyste se positionne comme son double en incarnant souterrainement ce potentiel destructif comme déjà accompli. L'apport de Winnicott éclaire alors d'une manière différente l'affirmation de Freud selon laquelle le refus du féminin ne saurait être qu'un fait biologique. Parce que finalement, en toute rigueur, un refus ne saurait être normalement qu'un fait psychique. Il faudrait donc peut-être comprendre que le refus en question ne peut être que relatif à un fait biologique,
tandis que la résistance qualifiée par Freud d'ultime est représentée par ce qu'il appelle la roche de fond, en allemand, je ne sais pas si je vais bien prononcer, der Gewachsene-Fels, que l'on traduit aussi par la roche enracinée. Cette résistance, donc, serait incarnée par la femme qui devient une sorte de roche, de matière, d'organisation de substance, dit Winnicott, suite aux transformations induites en elle par ce fait biologique tout au long de la gestation et dans les temps qui suivent la naissance. Je vais donc essayer de vous parler de la question de l'enclave selon ces deux axes. Le premier concerne ce refus, qui est en réalité un interdit de naissance, qui pèse d'emblée sur l'émergence de la vie entendue au sens de la vitalité destructive du nouvel individu. Et le second axe concerne la nécessité d'un corps de résistance pour lever cet interdit. En effet, derrière la grande énigme que constitue le fait anatomique de la différence des sexes, se cache l'énigme d'une sexualité primitive relative au refus qu'exerce le fait biologique du vide physique qui structure l'organisme maternel et pour qui l'œuf est un corps étranger, alors que ce vide physique recèle les principes destructeurs et créateurs qui sont à l'origine de la vie. Le refus qu'il exerce induit non pas un complexe de castration, mais plutôt un complexe d'émasculation, obligeant aussi bien l'homme que la femme à nier leurs éléments masculins porteurs de leur potentiel destructif pour servir la jouissance insatiable de ce principe générique primitif et, de cette façon, résister à la condamnation de la génération que ce roc biologique ou ce principe générique primitif représente. L'envie du pénis chez la femme et la protestation virile de l'homme expriment la revendication de la toute-puissance infantile supposée accomplie, grâce à la contribution ignorée de la femme, qui se réduit à une matière libidinale constituée de ses propres éléments masculins niés et rendus indifférenciés. Seule cette substance informe est susceptible de transformer le refus de ce masculin primitif qui, tel Chronos, se nourrit de ses fils, en acceptation de donner la vie. Je voudrais donc évoquer 3 moments clés de cette tragédie, où cette tragédie se cristallise. Le premier prend place dès la conception et avant l'anidation de l'œuf. Le second prend place à la fin du second trimestre de la grossesse. Et le troisième à la naissance, au moment de la rupture des membranes, d'où sort le fœtus en passe de devenir un nouveau-né. En effet, bien avant la nidation de l'œuf, on peut dire que la destructivité de l'environnement bat son plein et que le refus est d'emblée à l'œuvre, faisant obstacle à l'implantation de la vie. À ce stade si précoce, dit Winnicott, de simples facteurs économiques gouvernent. Des forces considérables sont au travail, dit-il, mais ce qu'il faut surtout souligner, écrit-il, c'est l'importance du fait qu'elles existent d'emblée dans la continuité de la crudité de l'état initial. Ces forces sont les forces de rejet émanant du processus de vie qui structure l'organisme maternel et veille sur son immunité et pour qui l'œuf est considéré comme un corps étranger. Ces forces manifestent d'emblée leur destructivité qui exprime leur filiation à l'état de crudité initiale qui est, de mon point de vue, le vide environnement primordial correspondant à l'héritage phylogénétique dont parle Freud à propos du père primitif. Winnicott avance l'hypothèse, face à ces forces qui entraveraient l'anidation de l'œuf, d'une organisation de substance, dit-il, entre la mère et l'embryon, ou plus exactement entre le vide environnement qui est partie intégrante de l'organisme maternel et le processus de vie propre à l'œuf. Cette couche de substance, comme il l'appelle Winnicott, est le prototype de la roche de fond dont parle Freud, constituée là par des trophoblastes, c'est-à-dire des cellules placentaires qui font partie de l'œuf. Et chose remarquable,
sont issus du spermatozoïde et non de l'ovule. Cette couche de substance, donc, inhibe les forces de rejet et les trame en un dedans primitif, c'est l'expression de Lacan, ce dedans primitif qui n'est pas le dedans du corps de la mère, c'est-à-dire ça n'est pas l'utérus, mais le dedans d'un premier corps de signifiant de ce vide primitif. Celui-ci, transformé en un tiers inclus, emprisonné dans les membranes, on retrouve la question de la membrane, devient matriciel au sens où il consent à l'apparition en son sein d'un nouveau processus de vie. Quoique difficilement perceptible à l'échographie Doppler, ce nouveau processus de vie apparaît sous forme d'une cavité totalement vide d'écho, qui est le premier témoignage d'une grossesse. C'est cette unité donc originaire de l'installation environnement-individu que Winnicott schématise par une bulle, c'est le premier schéma qui va apparaître, en disant que si la pression externe est adaptée à la pression interne, la bulle possède alors une continuité d'existence, et s'il s'agissait d'un bébé humain, cela s'appellerait être. Il appelle cet être primordial, cet être basal des tout premiers temps de la vie, il l'appelle destruction. Désignant par là l'état primordial. Oui, voilà, il dit que si la pression externe équivaut à la pression interne, alors il y a une continuité d'existence, et si cela s'appelait un bébé, eh ben, ça serait être, et c'est cette unité, individu-environnement, qu'il appelle destruction. Alors, donc, qu'il appelle destruction, désignant par là, donc, l'état primordial du vide central du sujet, en tant, dit-il, qu'état de solitude essentielle, qui signifie, toujours je le cite, l'isolement absolu de l'individu comme faisant partie de l'unité originaire de cette installation environnement-individu. Je le cite encore, cet état, dit Winnicott, apparaît avant que la dépendance ne soit reconnue du fait de son caractère absolu à ce stade. Et ce qu'il ajoute, qui me paraît extrêmement important, cet état est bien antérieur à la pulsion et plus encore éloigné de la capacité de culpabilité. Supposons que l'adaptation active de l'environnement soit parfaite et maintienne la symétrie globale, l'organogénèse s'effectue à partir du processus de vie propre à l'individu, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le corps fœtal se constitue, selon le schéma de l'espèce, qui est strictement soumis aux lois de symétrie imposées par ce principe générique primitif, ce vide primitif. Le corps fœtal est donc davantage marqué aux insignes de l'activité incessante de la couche de substance, qui veille à sa constitution et au maintien de la symétrie globale, en s'inscrivant aussi bien contre la destructivité du principe générique primitif, que contre l'émergence de la vitalité destructive du nouvel individu. Ce qui qualifie cette vitalité de l'individu in utero, pour résumer très grossièrement, est une alternance des moments où elle s'exprime sous la forme des mouvements moteurs d'extension du fœtus et des moments où le fœtus est remis en position d'enroulement et où cette vitalité est suspendue, contrainte à l'immobilité. Alors, avant d'aborder ça c'est le premier moment que je voulais évoquer, donc de ce déchaînement, de ce vide primitif et de la manière dont une sorte d'organisation de substances, de roches de fond constituées par le système placentaire doivent intervenir pour permettre cette première unité appelée destruction. Et avant d'aborder le deuxième moment, je vais aller directement au troisième moment qui est celui de la naissance, pour dire que, c'est un peu comme si artificiellement peut-être je dissociais quelque chose de ce qu'il en est de ce corps fœtal et du vide à partir duquel il s'est organisé. Comme si le corps fœtal, bien entendu, avait ses compétences et tout ce qu'il a pu accumuler, mais que ce à propos de quoi Winnicott dit que l'enfant n'est pas encore vivant concerne davantage cette vitalité destructive
qui est le propre de ce vide central, et que finalement, c'est davantage, sa préoccupation tourne davantage autour de ça, de ce vivant-là. Donc, j'aborde ce moment de la naissance. En fait, au moment de la naissance, le bébé n'habite pas le corps que nous voyons et que nous pouvons facilement lui attribuer. Malgré les liens qui l'unissent au soma, le bébé est tout le temps, dit Winnicott, au bord d'angoisse où il est menacé d'amputation ou d'annihilation, car le vide qui le tenait de toutes parts en état d'apesanteur se manifeste comme force d'écrasement qui le pousse par en bas. Et cela n'est pas seulement le résultat du passage d'une ère pré-gravitationnelle à une ère gravitationnelle, comme dit Winnicott, mais le résultat de la saturation antérieure de ce vide primitif qui ne survit pas à la naissance du fœtus et surtout se manifeste violemment sous forme de représailles, comme dit Winnicott, car il exprime sa redoutable nécessité explosive qui signifie pour le bébé un interdit de naissance et une menace d'annihilation. D'où les angoisses impensables de ne pas cesser de chuter, de ne plus avoir d'orientation, de ne plus être relié à son corps, d'être morcelé. Lorsque le bébé n'est pas mis à l'abri de ces angoisses, apparaissent plus tard toutes les pathologies, comme on a commencé déjà de l'évoquer, où, comme dit Winnicott, le patient tente de se défendre de ce que le vide a de terrible, je le cite, car par un vide, donc il se défend de ce que le vide a de terrible, par un vide sous contrôle, organisé en ne mangeant pas, ou bien il va se remplir impitoyablement avec une avidité compulsive. Chaque bébé, en somme, donc, accouche en naissant d'une sorte de monstre, comme le dit Winnicott à la petite Piggle, poursuivie par un Babacar noir. Je ne sais pas si vous avez en esprit ce cas. Donc, il lui dit, il incarne pour elle dans le transfert... Pardon ? Il me semble qu'elle avait... Piggle, elle avait 2 ans aussi, 2 ans et demi. C'est ça, oui. Et que c'est survenu à la naissance de sa sœur, d'une petite sœur, absolument, oui, oui, oui. Enfin, les symptômes se sont déclarés à ce moment-là. Oui. Donc, il incarne pour elle dans le transfert ce Babacar comme étant le dedans d'où viennent les bébés, et il lui dit que c'est un ventre de Winnicott, un ventre malade et qui vomit tout parce qu'il a trop mangé. Ce trop manger indique justement cette saturation de ce vide primitif. Il lui dit que ce ventre est un monstre qui aime sa mère, le Piggle, d'où il est né et qu'il est très vorace et veut garder à lui tous les bébés. Cela signifie donc que le bébé ne peut pas se séparer de cet être primordial qui a pris place in utero et que Winnicott appelle destruction, que s'il peut faire l'expérience de sa vitalité destructive, c'est-à-dire éprouver le vide en tant que tel, en étant décroché du refus exercé par l'impulsion négative de cette pure poussée de vie immortelle qui faisait partie intégrante de cet être primordial et dont le nouveau-né accouche en naissant. Or, faire l'expérience d'être vivant passe selon Winnicott par la possibilité concédée ou non au bébé d'être fou, c'est-à-dire de passer par un état schizoïde, ça c'est son expression, où l'objet est le sujet et le sujet devient l'objet, où l'un et l'autre coexistent en tant qu'ils ne sont pas, équivalent à rien et jubilant du plaisir de cette négation généralisée. Winnicott évoque sous forme de rêve un état de destruction absolue pour rendre compte de cette annulation de toute différence. Et il ajoute la chose importante est la façon dont cette pure destruction est dégagée de tous les adoucissements que sont les relations d'objets, la cruauté, la sensualité, le sadomasochisme. C'est ce dégagement qui est assuré par la mère ou par l'analyste quand elle ou il atteint une hypersensibilité aux éléments de destructivité, peut-être comparables aux éléments bêta de Bion, en considérant qu'ils n'appartiennent pas au patient, mais aux forces de représailles du principe générique primitif, et que la mère ou l'analyste parvient à les prendre physiquement à leur compte, à son compte de l'analyste ou de la mère.
Cet état de destruction absolue est tout simplement en réalité un état de non-contradiction entre le nouvel individu et l'environnement qui se tient alors comme le double jumeau du sujet, pure expression de la certitude du jeu en tant que valence du rien. Dans ce lieu de folie, le bébé, comme le dit de Musan, je le cite, s'interpelle en train de s'engendrer lui-même à partir de rien. La subjectivité, alors en tant que vitalité destructive, s'y affirme comme un rien qui n'est ni gouffre ni béance, ce n'est pas non plus le manque dans l'autre, mais le rien créateur dont le sujet est né et à partir duquel il se crée lui-même en tant que créateur. Je pourrais dire peut-être en tant qu'écarteur d'espace, en tant que doté ou se dotant peu à peu lui-même d'une puissance de négation. Ainsi, selon Winnicott, l'expérience d'être vivant est une expérience du vide. Je le cite, « Le vide est une condition nécessaire et préalable au désir. Le vide primaire veut seulement dire avant de se remplir. » Or, à travers l'expérience que le bébé fait de ce vide primaire, il lui est donné l'occasion de revivre l'état de solitude essentielle, c'est-à-dire la description, à la fois il l'appelle donc destruction, et à la fois cet état d'installation de cet équilibre exact, il l'appelle solitude essentielle. Oui, je disais qu'à travers l'expérience que le bébé fait de ce vide primaire, il lui est donné l'occasion de revivre l'état de solitude essentielle, qui est l'état de cet être primordial où il demeurait enclavé. En somme, c'est en revivant en quelque sorte sa propre mort, qui n'est pas à proprement parler la mort, mais, comme dit Winnicott, un état paisible de non-vie, un premier état d'avant l'animation de la vie, que le bébé peut s'en délivrer et peu à peu devenir réellement vivant. Alors, comment s'y prend la mère pour transmuer les traces actives de la transgression que constitue chaque naissance, les investir? Alors peut-être qu'on peut amener le schéma suivant. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce schéma aurait pu correspondre au moment que je viens de décrire, c'est-à-dire au moment de la naissance, où ce vide, en fait, exprime sa nécessité explosive et donne lieu à ces agonies primitives au bord desquelles se trouve tout bébé, mais qu'on peut retrouver précisément dans la manière dont quelqu'un peut se défendre en contrôlant un vide, que ce soit dans la boulimie ou dans l'anorexie. Peut-être encore le schéma suivant. Comment s'y prend la mère pour transmuer les traces actives de la transgression que constitue chaque naissance, donc ces traces actives qu'on voyait sur le schéma précédent, les investir de manière à les transformer en éléments clos de vide plein. Voilà, j'ai figuré un peu des espèces de bouteilles de Klein. Vous connaissez cette figure de la bouteille de Klein où Lacan dit que l'intérieur est en continuité avec l'extérieur. Donc comment fait-elle pour les investir de manière à les transformer en éléments clos de vide plein, semblables à des bouteilles de Klein, et les recourber en une sphère gravitationnelle, une nouvelle sphère finalement, c'est comme si une autre grossesse démarrait finalement, une nouvelle sphère gravitationnelle recelant les racines agressives du sujet, c'est-à-dire, c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre, ces élans non encore manifestés et supposés accomplis. C'est un peu comme si la mère faisait ce travail de repliement de la trace active. C'est comme si c'était un être biphase. D'un côté, elle est en lien avec ce déchaînement des choses qui surgissent à la naissance, et de l'autre côté, elle est absolument chevillée à ce qu'attend l'enfant, et c'est comme si elle lui retournait ses mêmes forces, les lui retournait de manière absolument ajustée à ce qu'il attend. Donc ça fait un peu comme si c'était ses propres élans non encore manifestés, mais déjà supposés accomplis. L'enjeu est de taille et dépasse les capacités ordinaires de la mère. Si Winnicott exprime ça de cette façon, il dit « Si la capacité biologique de la mère à produire un bébé vivant, réel et entier est estimée à 100%, sa capacité psychologique ne peut faire état que d'un pourcentage approximatif. »
Par là, j'entends qu'aucune mère n'est capable à 100% de produire en fantasme tout un bébé vivant. Fermez les guillemets. Autrement dit, l'activité qui relève de son inconscient, de l'inconscient de la mère et du fantasme, c'est pour ça que la rêverie de Bion, l'expression rêverie de Bion me pose un petit peu problème, parce que au fond, la question c'est, est-ce que cette rêverie, est-ce que cette aptitude de la mère à devenir la roche de fond, à devenir cette organisation de substance, est-ce que ça relève de son inconscient et de ses fantasmes, ou est-ce qu'il ne s'agit pas d'autre chose qui reste encore? Comment? Je pense qu'il y a les deux dans la rêverie. Il y a un processus actif de recevoir, il y a beaucoup d'inconscient. Oui. Bon, enfin, c'est une question importante pour moi parce qu'il me semble que ça dépasse la question de son inconscient. C'est-à-dire ce qui lui vient en tête, la manière dont elle est traversée dans cet état de folie que Winnicott lui décrit, et les matériaux qui lui arrivent sont tellement polymorphes, tellement, comment dire, d'une surprenante parfois agencement, et même d'ailleurs chez un analyste aussi en cours de travail, que ce serait presque un petit peu, comme dit de Musan, ce serait presque outrecuidant de penser qu'on puisse être capable d'une telle production de matériaux, d'une telle... Alors je ne sais pas, voilà, c'est une question. Donc je disais qu'il me semblait que l'activité qui relève de son inconscient et du fantasme ne suffit pas à lui permettre de produire tout un bébé vivant. Fournir au bébé son jumeau plein de ses potentialités supposées réalisées de manière à susciter en lui cet état de folie qui lui permet de s'auto-engendrer en affirmant sa propre vitalité destructrice, cette vitalité qui le rend réellement vivant, eh bien tout cela exige de la mère d'atteindre elle-même un état de folie, c'est-à-dire un état où elle acquiert elle-même une sorte de disposition mentale de nature également quantique, pas seulement ce vide primitif et le vide central du sujet, mais elle-même, il faut qu'elle atteigne une sorte d'état mental particulier. D'où la nécessité sur laquelle Winnicott attire notre attention sur le fait que la mère doive acquérir tout au long de sa grossesse une hypersensibilité à ce tiers réel qui s'est subrepticement immiscé entre elle et son bébé et a pris place en tant que tiers inclus dans les membranes. Ce tiers mystérieux l'a en somme élue, elle, en lui donnant une matrice, et au plus intime d'elle-même, l'a séduite et la dissocie de ces objets d'investissement habituels. Peut-être que c'est ce que tu essaies de décrire au début de la grossesse, quand tu dis qu'elle perd son image. Oui, c'est ça. Si la mère est en assez bonne santé psychique, comme dit Winnicott, elle consent à se laisser aller à une régression assez considérable qui la déporte depuis ses objets d'attache habituels et la fait revenir, comme nous le disait Tamara, non seulement à son passé, mais au passé de sa propre mère, et peut-être pas seulement de sa grand-mère, mais à toute l'histoire subsumée sous l'histoire qui se fomente en elle, celle de toutes les femmes avant elle. Car je crois qu'il faut voir dans ce premier, je l'appelle un exil, dans ce premier exil de la mère, dans ce premier mouvement de régression considérable, dans cette régression quasi fœtale vers ce tiers matriciel, il faut voir comme une préparation à la soumission que ce tiers, que ce principe générique primitif, que ce vide primitif va induire en elle dès la fin du second trimestre de la grossesse, pour qu'elle prenne le relais précisément du placenta et qu'elle devienne, elle, la roche de fond ou le corps de résistance qui s'alliera aux forces poussantes de ce tiers qui surgit comme une lame de fond au moment de la rupture des membranes. J'en viens alors donc à ce second moment que je voulais évoquer, qui détermine l'aptitude de la mère à incarner l'ultime résistance face aux forces qui se déchaînent à la naissance. En effet, au fur et à mesure, comme l'a évoqué tout à l'heure aussi Tamara, que la croissance du corps fœtal occupe de l'espace et que la vitalité destructive du nouvel individu se manifeste plus nettement par les mouvements du fœtus, comme dit Winnicott, et que parallèlement l'involution du placenta commence dès le 3e trimestre de la grossesse. La menace se précise alors d'un renversement de la situation. On peut dire que la mère passe de l'état où elle est l'élue à l'état où elle est déchue.
du fait de l'exclusion devenue inéluctable de ce dedans primitif, tant la pression accumulée y est forte et ne peut le devenir davantage en raison justement de l'involution placentaire. Autrement dit, l'épanouissement qu'elle a connu et qui concerne son corps libidinal, enfin, cet épanouissement de ce corps a été considérablement renforcé par sa fusion à la puissance procréatrice de ce tiers qui l'habite et dont elle devient en fait l'héritière. Avec le retrait de ce dernier, qu'elle pressent bien avant le terme de la grossesse, elle se trouve trahie et livrée au désastre de son corps, de ce corps-là, de son corps nié et sans avenir. Il y a donc là, je rejoins là aussi Tamara, il y a là un passage mélancolique et qui est en fait à la mesure du meurtre. Il faut vraiment parler du mot meurtre parce que même s'il n'est pas réel en cours de grossesse, en fait dans les pathologies justement, si on a présent à l'esprit ce type d'économie, ce type de dynamique, il me semble qu'on peut le repérer dans un certain nombre de matériels. Il y a là un passage mélancolique à la mesure du meurtre qui lui est infligé. Sa forme de détermination à elle est d'y consentir à ce meurtre et de retourner sa propre haine de ce tiers devenu l'autre, retourner sa haine donc vers le dedans, la consumer dans son propre corps qu'elle nie à son tour et qui devient une sorte de culture de haine neutralisée. Freud ne pouvait pas se douter d'une telle capacité de haine de la mère. Et ce qui est remarquable, ajoute Winnicott, c'est qu'une mère est capable de haïr autant sans s'en prendre à l'enfant. La raison en est que son partenaire dans le combat qu'elle mène, haine contre haine, comme dit Winnicott, n'est pas l'enfant, mais la négativité assertive de l'autre dont elle veut décrocher l'enfant. Pour cela, elle fait le vide en elle, en renonçant à ses propres éléments masculins porteurs de son potentiel destructif, pour s'en servir comme corps de résistance à cette lame de fond qui se déchaîne au moment de la naissance. Freud ne pouvait pas penser que ce corps de la femme était justement cette substance libidinale indifférenciée, libre et déplaçable, comme il dit, dont il disait avoir absolument besoin face aux motions libidinales des pulsions de mort qui se déchaînent en même temps qu'apparaît le nouveau-né. Si, comme nous en émettons l'hypothèse, ces pulsions de mort donc expriment le caractère explosif de l'exclusion du dedans primitif, alors le sadisme que Freud considère comme le représentant de ces pulsions est précisément dans le fait que c'est ce tiers exclu qui sépare chez la mère les éléments féminins des éléments masculins en distribuant les genres sans confusion ni ambiguïté du côté d'un rapport entre le masculin primitif dont ce tiers exclu représente la certitude assertive et le masculin nié ou châtré représenté par la libido ou la haine neutralisée de la mère. Comme dit Lacan, la femme fait l'homme, dit-il, pour s'abîmer dans son désir à l'autre, dont elle satisfait, dit-il, le rapport homosexuel qu'il écrit avec deux M. C'est effectivement un rapport entre hommes, entre deux masculins. Si le roc biologique ou la roche de fond est à entendre au sens d'une matière qui peut venir s'ajouter ou se retrancher à une motion qualitativement différenciée, érotico-destructive, de ce masculin primitif, c'est-à-dire de ce tiers exclu, de ce vide primitif explosif à la naissance, donc si ça peut se rajouter ou se retrancher de cette façon, et augmenter l'investissement de ces mêmes motions au profit de la vitalité destructive de l'enfant, on mesure l'enjeu de la folie maternelle. Voilà.